Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous. Merci Rudy de me niquer mon début de matinée pour faire le podcast alors que je devrais être en train de m'entraîner. Un grand merci à toi. Ouais, tout le monde sait que tu t'entraînes plus, Fabrice. Tu nous prends vraiment pour des jambons. Franchement, tu nous prends pour des saucissons même, je dirais, parce que là, on sait que tu t'entraînes pas, que toi t'es là pour animer, nous divertir. Alors, allez, fais donc l'intro. Voilà, l'introduction. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous le savez, Fabrice s'était lancé dans l'introduction en moins de 30 secondes. Il a bien vu qu'il n'y arrivait pas, donc il me refile le bébé avec l'eau du bain, et c'est moi qui fais la longue introduction. Bref, donc on a fondé le site superphysique.org en 2009, en voulant démocratiser les bonnes connaissances, en luttant contre les idées reçues qu'on avait malheureusement appliquées durant nos jeunes années, qui nous ont valu beaucoup de pertes de temps, pas mal de blessures et autres. Et donc on s'est dit qu'on allait éviter de faire les mêmes erreurs à ceux qui débutent la musculation ou ne progressaient pas. Et donc de ça, on a découlé le site superphysique.org avec tous les exercices filmés en vidéo. On était les tout premiers, des podcasts. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on avait commencé les podcasts, des vidéos sur YouTube. On était pratiquement les premiers. Je le dis souvent, l'encyclopédie des étirements, même si personne s'en sert, mais c'était les premiers à faire une petite encyclopédie des étirements où c'est moi qui illustre avec ma souplesse légendaire. Et puis il y a plein de projets qui ont découlé. Il y a la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition. Au moment où vous écoutez ce podcast-là, il ne vous reste qu'aujourd'hui pour commander, puisque Loïc qui gère la boutique sera en repos bien mérité pendant 2 semaines. On a également l'application SP Training, qui est un coach dans votre poche. Je dis souvent, mais c'est vraiment l'application pratique des conseils qu'on peut donner. Donc si vous n'avez pas l'envie de lire nos super articles ou de regarder toutes les vidéos qu'on a pu faire depuis plus de 10 ans, l'application est un raccourci qui devrait vous aider à progresser à chaque séance, parce que l'application vous dit quoi faire à chaque séance. Donc SP Training, disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Plus personnellement, on a également nos propres sites respectifs. Fabrice a son site musculation-alter.fr pour ceux qui veulent s'entraîner à la maison avec peu de matériel. Et il y a un livre du même nom. J'ai d'ailleurs vu que sur SoundCloud, Fabrice, tu as vu 2 commentaires qui disaient que le livre avait changé leur vie. Il n'a pas changé la mienne, par contre. Donc, ça m'a fait sourire. Merci. Merci, voilà. Et de mon côté, j'ai mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Donc, j'étais le tout premier. C'est des véritables suivis et non pas juste des programmes qu'on peut voir un peu partout, vendus en plus plusieurs centaines d'euros. Je comprends pas trop le truc, hein. Bref, il y a également des livres et formations, dont mes livres que j'envoie tous les vendredis. Donc, au moment où vous écoutez ce podcast, je suis sans doute à la poste. Le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle, c'est sur www.rudykoya.com. Et enfin, vous retrouvez également plein de formations, que ce soit pour apprendre à faire votre analyse morpho-anatomique, sur les cycles de progression, sur comment adapter votre entraînement muscle par muscle à votre morpho-anatomie. Bref, plein de choses à voir sur le site. Et enfin, dans la vraie vie, on a 2 autres choses. On a le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Et d'ailleurs, le petit Arthur qui va passer, qui était déjà passé l'année dernière, je lui passe un petit coucou parce que c'est un fidèle auditeur et il progresse à pas de géant. Il a sans doute passé les 100 kilos à la salle alors qu'il a 16 ans. 100 kilos de développé couché, donc alors qu'il a 16 ans, donc il est sur mes traces, il va peut-être me griller par rapport à quand j'avais son âge. Et on a également la Villa Superphysique qui vous accueille en temps normal si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, également à proximité d'Annecy. C'est complet jusque fin septembre. Ça commence à se remplir pour octobre. Donc, s'il y en a que ça intéresse, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter dans la description. Et maintenant, dans ce podcast, qu'est-ce qu'on fait? On vous partage notre actualité, actualité de pratiquants passionnés. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de passionnés quand même au fil du temps concernant la musculation et on va dire la forme physique. Et après, on répond en détail à des questions qui nous ont été posées, soit sur les applications de podcast, soit par email. J'en ai une aujourd'hui par email à laquelle je voulais répondre. J'avais oublié de répondre la semaine dernière, ou sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation, uniquement de musculation, destinés en plus aux pratiquants naturels, qui sont encore pas mal actifs. Et donc, on essaye d'y répondre un peu plus en détail qu'à l'écrit. Fabrice, je crois savoir que tu as beaucoup d'actualités à nous partager aujourd'hui, et je crois que tu es l'unique, on va dire, la seule personne qui fait des pompes indiennes de manière correcte. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, comme je suis toujours en quête de la notoriété ultime sur YouTube, et qu'en même temps, je me distrais en faisant des exercices au poids de corps là, pendant les vacances. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo de pompe indienne.
Donc, pour ceux qui connaissent pas les pompes indiennes, nous, pour l'histoire, ça fait longtemps qu'on connaît cet exercice, même si on le faisait pas, voilà, parce que c'est plus un exercice, voilà, c'est pas tellement pour prendre du muscle. En réalité, c'est plus un exercice de mobilité, renforcement musculaire. Mais c'était Matt Ferret, un lutteur qui avait démocratisé cet exercice dans son livre Combat Conditioning, qui était paru en février 2000. Si tu te souviens, Rudy. Oui, bah, je me Et souviens Matt de Ferret, Matt Furet, bien sûr. Bien sûr. tout à fait. Et Matt Ferrer, en fait, donc il avait un site web, voilà, qui était assez complet en langue de Bic, qui existe toujours, d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup bougé. Et en fait, il a proposé plusieurs exercices au poids de corps pour les lutteurs et pour être en bonne santé. Et notamment, il en avait trois, qu'il appelait ça la cour royale, les trois meilleurs exercices selon lui. Il y avait les pompes indiennes, le squat indien, et puis il y avait le pont pour le cou, le pont inversé pour le cou. Et donc c'est à ce moment-là que nous on en avait entendu parler. Et maintenant avec YouTube, bah, les pompes indiennes, ça s'est vachement démocratisé entre guillemets en termes de vidéos YouTube. Il faut toujours faire des vidéos avec des exercices exotiques. Et si vous tapez Induce Push-Up sur YouTube, vous avez 30 millions de vidéos. Mais à l'époque, personne ne connaissait en fait. C'est Matt Ferret qui a introduit le truc. Et alors, pour l'anecdote, en fait, donc l'exercice, pour ceux qui connaissent pas, en gros, on démarre en position chien tête en bas. On se retrouve ensuite en position pompe bras fléchis. Et après, on est en position chien tête en haut. Et l'idée, c'est de faire tout ça dans un mouvement assez fluide. Bah, tu vas être prêt pour le dance floor, Fabrice, avec tout ça, à la fin. Ouais, pour aller ouais. en boîte de nuit, danser et tout, quoi. Et alors, du coup, je me suis mis à faire ce mouvement pour voilà, pour tester un peu. Mais comme on n'est jamais trop sûr de comment on le fait, bah, je l'ai filmé. Puis comme le film était pas trop mal, du coup, je l'ai mis sur YouTube. Et donc, j'ai filmé les 4 variations. Donc, jambes très écartées, jambes assez écartées, jambes serrées, et même à une jambe. Et là, il y a Oh assez peu là de vidéos. là! Ah ouais, il y a assez peu de vidéos de gens qui font des pompes indiennes à une jambe. Et alors là où c'est drôle, c'est que j'ai regardé un petit peu quelques vidéos sur YouTube. Et donc, on trouve des vidéos où c'est des espèces de personnages en dessin animé qui font l'exercice. Bon, là, rien à dire. Puis, il y a aussi des vidéos où c'est des gens en chair et en os qui le font. D'ailleurs, souvent, ils font que quelques reps, hein, ils n'en font pas beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, il y en a qui t'expliquent, tu sais, qui te font un tuto pour te dire, voilà, faut que vous fassiez ça et tout ça. Mais quand tu les vois faire, eux-mêmes ne maîtrisent pas l'exercice. Et là, franchement, ça fait un peu de la peine, quoi. Tu fais un tuto alors que toi-même, tu sais pas faire l'exo. Et en fait, mon analyse, c'est que sur YouTube, comme il faut toujours produire des vidéos avec toujours voilà, plein d'exercices ou de choses nouvelles, et ben à mon avis, il y en a qui se disent, ah bah tiens, si je faisais une vidéo sur les pompes indiennes, ils essayent, ils disent bon bah j'arrive à peu près à faire le truc, hop, je filme la vidéo, je fais un tuto avec, mais en fait le type, on voit bien qu'il maîtrise pas l'exercice. Et en fait, la difficulté des pompes indiennes, vous regarderez la vidéo que j'ai mise sur YouTube, c'est au niveau mobilité. En réalité, ça demande une bonne souplesse des ischio-jambiers, de la hanche et de la colonne vertébrale et des épaules. Et en fait, justement, c'est les zones qu'on a complètement raides à force d'être assis. Et donc, ce qui fait que de nos jours, bah, c'est de plus en plus difficile de faire une pompe indienne parce qu'il faut déjà avoir une super mobilité pour la faire. Donc, voilà. Mais comme votre serviteur a une mobilité légendaire, et ben moi, je fais des pompes indiennes qui sont superbes à regarder. C'est le digne descendant de Jean-Claude Van Damme, hein, notre serviteur, c'est sûr. Avec les talons, le début de l'exercice, je démarre talons collés au sol, ce qui est très rare dans les vidéos qu'on voit sur YouTube. Les hanches sont bien positionnées en haut, tout ça. Enfin, c'est absolument parfait. Même moi, en me regardant, je me disais, ah, c'est bon d'être bon. Le mec était à deux doigts d'avoir une gaule, quoi. Le mec s'est vu, il a dit, ouah, putain, le type incroyable! Ah, ça se trouve, je me suis fait 5 vues en regardant moi-même ma propre vidéo. Oh, putain! Mais donc, cette vidéo, on peut la voir où? Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut voir cette vidéo? Tu vas sur le YouTube Superphysique ou sinon tu tapes Fabrice Proudhon, pompe indienne sur YouTube. Ah, c'est plus Force Vegan. C'est plus Force Vegan. Tu peux taper Force Vegan, ça marche aussi. Et puis voilà, tu tombes sur la vidéo et en fait, je fais 10 reps à chaque fois pour les 4 variantes. Et alors, pour l'anecdote, j'ai chopé une mini tendinite aux 2 épaules le lendemain de la vidéo. Donc ça valait le coup. Parce que normalement, j'en fais beaucoup moins. Et là, j'avais fait 5 séries, donc 4 filmées. Et je vais expliquer pourquoi ça m'a fait une mini tendinite. En fait, quand vous faites des pompes et que vous avez votre poitrine qui effleure le sol,
C'est exactement la même chose que quand vous faites du développé couché. C'est très proche de faire du développé couché à la barre. Et donc, du coup, quelqu'un qui, comme moi, a les avant-bras très très longs et la poitrine, la cage thoracique fine, en fait, quand je fais des pompes, si mes mains sont très proches de ma cage thoracique et que ma poitrine touche le sol en bas, et ben, je me retrouve avec la capsule antérieure de l'épaule, ou si vous préférez voilà, le haut du tendon bicipital, qui est surétiré dans cette position. Et c'est un peu le cas dans les pompes indiennes. On a les bras, on a les mains qui sont très serrées par rapport au corps. Et donc, du coup, si je touche le sol, j'ai un surétirement au niveau de l'épaule. Et du coup, ça favorise ce que j'appelle une mini-tendinite. Pour moi, une mini-tendinite, c'est qu'on a une petite douleur à l'épaule pendant quelques jours. Comme des courbatures au tendon, tu veux dire un peu. Voilà, comme des courbatures en tendon, on sent on a trop forcé dessus. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu as des vidéos sur YouTube qui t'expliquent qu'il faut surtout pas faire des pompes avec les mains très écartées, parce que soi-disant, enfin, c'est un peu vrai aussi, parce que ça met trop de stress sur l'articulation de l'épaule, et donc du coup, on te conseille de les faire avec les mains collées au corps. Mais sauf que, voilà, les gens comme moi, s'ils font des pompes en amplitude complète avec les mains collées au corps, et à chaque fois, en fait, la capsule antérieure de l'épaule est surétirée. Un petit peu comme au dips, si je faisais, moi, des dips en amplitude complète, en fait. Ça me défonce l'épaule. Et donc, du coup, pour faire des pompes sans me niquer l'épaule, il faut qu'en réalité, faut que j'écarte les mains sur le côté. Parce que si je les mets voilà trop près du corps, ça marche pas. Ou alors il faut que je limite mon amplitude, mais après quand on touche pas la poitrine à chaque rep, on n'est jamais trop sûr de son amplitude. Donc la solution, si je veux faire des pompes près du corps ou même des pompes indiennes, mais qui seraient pas très jolies à filmer, mais qui préserveraient mes épaules, en fait il faut que je mette un petit livre pour limiter l'amplitude. Voilà, faut que je mette un livre de quelques centimètres. Et comme ça, là, j'ai bien un repère pour toucher ma poitrine à chaque fois, mais ça touche le livre et ça touche pas le sol, parce que en fait, le sol, c'est trop, en fait, comme j'ai les avant-bras très longs. Et voilà. Et évidemment, sur YouTube, c'est assez rare d'avoir des conseils qui vous disent attention, les pompes, si vous avez les avant-bras très longs, il faut pas toucher la poitrine à chaque fois, ou alors il faut mettre une cale. Évidemment, les gens disent pas ça, mais la plupart, ils n'ont pas les bras très longs, ceux qui sont sur YouTube. Parce que, voilà, ils ont en général un bon physique. Et pour avoir un bon physique, souvent, faut être trapu. Et quand tu es trapu, t'as pas le problème que j'ai. Et donc, voilà mon petit Rudy, pourquoi, en faisant toutes ces séries de pompes indiennes magnifiques, je me suis légèrement fait une tendinite aux épaules. Eh ben, non, mais bon, c'est comme d'habitude, quand on respecte pas sa morpho-anatomie, entre guillemets, là pour toi, tu dis quand on est comme toi, donc quand on est comme Fabrice, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de cage et on a des longs bras en comparaison, et qu'en plus on n'est pas trop fait pour les pecs, forcément, il faut, on va dire, déjà avoir la capacité de mouvement de pouvoir faire ça, donc Fabrice qui l'a, et ensuite, c'est ça qu'on se rend compte au fil du temps, c'est qu'il faut se renforcer, entre guillemets, il faut plein de préparation pour pouvoir faire un mouvement qui, pour certains, en fait, se fait sans préparation ou presque, et là, ça voudrait dire que Fabrice devrait faire plein d'exercices, peut-être d'écarter très léger pendant des semaines pour préparer ses tendons, pour pouvoir faire les pompes sans douleur. Et au final, on se rend compte que, vu le travail que ça demande, finalement, la meilleure façon d'éviter tout ça, c'est de pas en faire, quoi. Non, mais c'est de pas faire la variante qui dit. En fait, il faut écarter. Oui. Moi, il faut que j'écarte plus les mains, en fait. Mais attends, t'es gentil en plus avec ta préparation. Quand j'ai une mobilité de fou au niveau. Oui, mais la mobilité ne suffit pas. J'ai fait tous les renforcements musculaires possibles. Mais non, c'est qu'en fait, au bout de 25 ans de muscu, je pense que mes tendons de l'épaule, ils sont plus fragilisés que renforcés, si tu veux. Et donc, du coup, il faut que j'évite toutes ces positions un peu extrêmes qui n'ont pas lieu si tu n'as pas ma morphologie, tout simplement. Bon, en gros, t'es pourri, quoi. Voilà, on a compris. Voilà, vous voyez et comment il est sympa cet associé. Donc je fais une vidéo de fou. Normalement, à ma gloire, il devrait dire décidément j'ai une bête comme associé, il est super mobile, tout ça, c'est impressionnant. Et au lieu de ça, il arrive encore à faire en sorte que il me traîne dans la boue en disant je fais pas assez de préhab. Bah oui. Voilà, c'est le mot moderne. Hein.
Pour ceux qui connaissent pas, j'ai découvert le mot il y a pas longtemps. C'est vrai? Avant on disait mobilisation articulaire et étirement actif en début de séance, mais ça c'est pas assez, tu vois, C'est pas assez in. tout ça. Donc maintenant on dit préhab. Préhab, tu vois, donc t'es dans le mood, t'es à la mode. En gros, ça veut dire préhabilitation. Donc c'est des petits mouvements que tu fais pour t'éviter la blessure, à ne pas confondre avec la réathlétisation. Donc ça, c'est des mouvements que tu fais une fois que tu as eu la blessure. Mais voilà. Donc nous, ce qu'on appelle mobilisation articulaire et étirement actif en début de séance, faut appeler ça préhab. Ouais, Qu'est-ce que tu veux, Fabrice? On est vieillot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je me mets à la page, tous les jours, j'apprends des nouveaux mots. Je me dis, ah putain, il dit ça comme ça. Finalement, c'est ça. Et des fois, tu sais, t'as quelqu'un qui va dire un truc sur les réseaux, tu te dis, mais de quoi il parle, celui-là? Et en fait, tu regardes un peu, tu dis, ah ouais, mais c'est pas du tout. En fait, ça veut dire ça, tu vois. Tu dis, putain, le mec utilise des mots hyper compliqués ou un peu anglophones, alors qu'en fait, le truc en français, ok, bah en fait, on a compris ce que tu voulais dire, mais bon. T'essayes de passer pour un savant, quoi. Ouais, bah toujours est-il que tu as laissé sous-entendre que je faisais pas de préhab pour les épaules, alors que je t'en bouffe. Oui, mais peut-être que tu devrais faire de l'isométrie en termes de pompe, dans la position où t'es pas confortable, juste de l'iso, puis ensuite de l'excentrique, et ensuite seulement du concentrique sur plusieurs semaines, et peut-être que ça irait. Et peut-être que, voilà. Peut-être que ça irait pas. Et ça se teste. Ah bah, toujours est-il que voilà, ceux qui veulent voir un athlète faire des pompes indiennes correctement, ils peuvent aller voir la chaîne YouTube Super Physique. Voilà, tout à fait. Bah alors, Fabrice, en parlant de ça, j'ai entendu dire dans l'oreillette que tu voulais nous partager ta vie au jour le jour et que tu nous préparais des vlogs. Parce que tu voulais nous montrer comment tu te rasais, comment tu arrosais tes plantes, comment tu travaillais, comment tu t'entraînais, comment tu allais te promener avec peut-être toujours ton gilet lesté. Donc, où en est ce projet? Alors là, je vais répondre à ça, comme de toute façon, c'est les vacances et qu'il n'y a pas grand monde qui écoute le podcast. Ponctuellement, je dis pas régulièrement parce que ce serait mentir de dire régulièrement. Ponctuellement, on m'écrit et on me dit oui, Fabrice, c'est très intéressant ce que tu dis. Malheureusement, l'affreux Rudy est toujours en train de te couper la parole ou de te décrédibiliser et on voit que tu peux pas du coup t'étendre sur la manière dont tu vis, qui a l'air fort intéressante, très inspirante, etc. Est-ce que tu ne devrais pas faire un podcast toi tout seul, voilà, pour partager comment tu traces avec du savon de Marseille, tes techniques radicales de diététique, etc., et voilà. Et en fait, ça m'amuse un peu, mais alors je vais vous dire, jamais de la vie je ferai un podcast comme ça. Ah non, Fabrice. Mais le peuple demande, le peuple doit avoir. Et c'est un droit qu'a le peuple, hein. Il a le droit de savoir, de voir. Donc jamais je mettrai ma vie en scène et puis jamais je ferai un podcast dédié et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce que m'a rapporté Rudy quand il rencontre des gens qui écoutent le podcast et donc là, il m'a dit qu'en fait, la plupart du temps, les gens connaissent absolument toutes mes anecdotes sur le bout des doigts. Alors ça, le fait qu'il fait 5 degrés chez moi en hiver dans la pièce principale, etc. Tout le monde connaît les anecdotes. Par contre, quand ils regardent les gens s'entraîner, on parle de gens qui écoutent le podcast et qui sont fans de tout ce que je raconte. Eh ben, ils font pas toujours de pré-ab, pour utiliser le mot, en début de séance de musculation. Ils font pas d'étirement passif en fin de séance de musculation. On peut pas dire qu'ils abusent des lentilles, etc. Et donc, en fait, en réalité, les gens, une partie des gens en tout cas, aiment bien écouter ce que je dis, mais sauf qu'en fait, ils retiennent que les bouffonneries que je fais exprès pour rendre le podcast drôle, mais ils n'appliquent pas ce que je dis. Et donc, du coup, moi, je veux bien tirer l'humanité vers le haut, mais si c'est pour qu'en fait, j'use de mon temps pour faire un podcast ou des vidéos et qu'au final, les gens ne retiennent que les bouffonneries et pas les trucs pratiques, ça ne sert à rien, en fait. Je veux bien être bénévole, mais à un moment donné, j'ai mis limite. Et donc, j'ai compris qu'en général, ça n'arriverait pas. Oui, mais là, tu pourrais faire des vidéos. Et à chaque plan de vidéo, on verrait un complément super physique. Ou ton tu vois, tu passerais devant, ni vu ni connu. Ou ta femme passerait derrière en petite tenue avec un pot super physique et on se dirait oh putain. Ouais. Alors ça, j'y crois de moins en moins à ces espèces de ventes indirectes. Mais donc bref, et donc c'est pour ça que je ferai pas ça. Déjà, le podcast super physique chaque semaine, c'est déjà bien assez. Et donc voilà, j'en resterai là sur cette histoire, même si voilà, je suis content de savoir qu'il y en a qui pourraient être inspirés par ce que je dis, mais il y en a pas assez qui mettraient en action ce que je dis pour que ça justifie que je le fasse. Voilà l'explication, mon cher Rudy. Oui, mais justement, c'est la nouvelle humanité. C'est que les gens
regardent de plus en plus ce que font les autres et disent c'est bien ou c'est pas bien, mais eux ne font rien parce que ça demande trop d'efforts. Donc ils s'inspirent dans leur canapé, tu vois, c'est la nouvelle inspiration. Avant, tu voyais quelqu'un faire, tu disais je vais essayer. Tu vois, moi je vois quelqu'un, je dis oh bah faut que j'essaye. Tu vois, donc je vais essayer le truc. Maintenant, pour beaucoup, c'est ils voient le truc et ils se disent oh bah c'est bien, bravo, ou c'est Ouais. nul. Oh, comme au foot, ils disent ah bah je jouerais mieux que lui, quel pied carré ce type. Et ils restent dans leur canapé en train de bouffer des chips. Voilà. Ouais, bah peut-être, sauf que là, on parle des auditeurs de notre podcast, donc c'est pas normal si c'est comme ça. Tiens, à propos Rudy, alors je suis tombé sur quelque chose. Alors, mon associé, il me dit régulièrement en off qu'en réalité, la majorité des gens, ce qu'ils veulent quand ils posent une question autour de la musculation, de la diététique, c'est pas la vraie réponse. Ce qu'ils veulent, c'est entendre ce qu'ils voudraient comme réponse. Et que si jamais on ne leur donne pas, ils vont aller poser la question ailleurs jusqu'à ce qu'en fait, ils aient la bonne réponse qu'ils voudraient entendre. Ici, d'ailleurs, à un moment donné, il a donné l'exemple de sa maman, là, qui fait de l'hypertension parce qu'elle est sédentaire sur son canapé puis devant sa télé. Elle va voir un premier médecin. Le médecin lui dit, vous faites du sport. Elle dit, oh, c'est un mauvais médecin. Donc, elle va en voir un deuxième et éventuellement un troisième jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dise, pas de problème, je vous donne une pilule contre l'hypertension. Et là, elle arrive à la conclusion, celui-là, c'est un bon médecin. Et donc, selon Rudy, c'est à peu près pareil pour la muscu. Les gens vont poser des questions et jusqu'à ce qu'ils aient la bonne réponse. Et souvent, on a cet exemple sur les forums, ça arrive régulièrement. Il y en a un, il pose une question sur un forum, il n'est pas content de la réponse, puis je vois que sur un autre forum, il a reposté le lendemain là, exactement la même question jusqu'à ce qu'il obtienne. Mais je me disais, peut-être qu'en fait, les gens n'ont pas confiance en notre légitimité, tu vois, Rudy. Peut-être que les gens se disent, bon, bah, Rudy, c'est un entraîneur comme un autre, je vais poser la question ailleurs. Et alors là où c'est drôle, c'est que je suis tombé sur un blog d'un entraîneur US qui est une légende aux États-Unis, voilà, comme entraîneur. Et dans son article de blog, il dit exactement la même chose que toi, Rudy. C'est-à-dire qu'il explique qu'il rencontre des gens, il reçoit plein de questions par mail, tout ça, mais qu'il a constaté qu'en fait, les gens, souvent, ne voulaient pas la réponse que lui donne. Bien sûr. Lui, c'est un entraîneur de légende. Donc là, il n'y a pas cette histoire de problématique de légitimité. Tu vois, c'est une légende. Et ben même lui, en fait, les gens ne l'écoutent pas quand la réponse ne va pas dans le sens qu'il voudrait. D'une manière générale, hein, évidemment. Bien sûr. Assez étonné. Et alors, il dit aussi, et là encore, on retombe exactement sur ce que me dit Rudy en off ou ce qu'il dit parfois en podcast, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que les gens pensent pouvoir atteindre avec les moyens qu'ils envisagent de mettre en œuvre pour l'atteindre et la réalité. Et donc là, j'ai compris que cet entraîneur-là de légende, il recevait le même type de questions que nous, ou des types qui disent que voilà, est-ce qu'en 3 fois 1 heure par semaine, je peux être comme Rudy? Et voilà. Et moralité, finalement, les deux choses que tu avais constatées, Rudy, c'est-à-dire les gens qui veulent toujours entendre ce qu'ils veulent entendre et pas la vérité, et plus les attentes qui sont complètement déconnectées de la réalité, et ben lui, fait exactement le même constat. Et voilà. Donc, alors Fabrice, je vais t'expliquer. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur ». Donc il y a un bouquin sur les biais cognitifs et donc j'en suis un peu au début. Et le gars parle du biais de confirmation. Tu sais, moi je parle souvent t'écoutes pas, mais dans le Leadercast, du principe de cohérence, dans le sens où les gens accordent beaucoup plus d'intérêt et d'attention à ce qui va dans leur sens. Et c'est un truc en fait qui est humain comme ça. C'est que si ça va dans ton sens, tu dis ah bah oui j'avais raison, nanana, et ça va à l'inverse de ce que tu pensais. La plupart des gens ne se remettent pas trop en question et n'ont pas mis en place un process pour se remettre en question, on va dire, pour entendre l'autre réponse. Et donc en fait, ils disent il dit n'importe quoi, j'allais voir quelqu'un d'autre. En fait, c'est le biais de confirmation. C'est comme oui, ça. Il y a le biais de confirmation, puis il y a ce qu'on appelle la réduction de la dissonance cognitive. Ça, je connais. Mais voilà, se dire que même quand t'es face à un entraîneur de légende, finalement, c'est la même chose, et ben, c'était assez drôle. D'ailleurs, justement, cette semaine, on va prendre une question qui va typiquement dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Je n'ai là-dessus, et donc c'est pour ça que dans la vraie vie, il faut toujours appliquer, ou presque, le bouquin « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, qui est vraiment plus sur la communication. Comme ça, tu t'embrouilles pas, quoi. Comme ça, tu t'embrouilles pas. Et puis, tu bottes en touche. Parce que et le premier qui m'a parlé de ça, c'est le défunt Marc Vouillot. Quand j'avais interviewé pour le site Superphysique, mon interview est toujours sur le site, qui me disait, de manière un peu aigrie, à l'époque, il me disait, les gens n'en ont rien à foutre de ta réponse. Ils veulent juste poser leurs questions et exister. Et la réponse, ils s'en foutent. Et donc, il m'a dit avec son intonation légendaire, et j'avais trouvé un peu dur à l'époque. J'ai dit, Marc, t'es un peu dur et tout. Il dit, non, tu vas voir et tout. Ils en ont rien à foutre de la réponse.
Et donc, du coup, parce que je suis pas sûr de voir le rapport avec comment se faire des amis, mais si, je crois que parce que je l'ai lu ce livre. En gros, il faut éviter de trop répondre aux questions des gens si on sent que ça va pas aller dans leur sens. C'est ça la technique pour se faire des amis. Faut pas les froisser. Là-bas. Je sais pas si c'est une bonne technique. Oui, bah c'est ça. Voilà, c'est qu'il faut pas les froisser parce que sinon après ils t'aiment pas. Donc Ouais. si après ils t'aiment pas, et ben ils te font de la mauvaise publicité. Ils disent ah lui c'est un enculé, nanana. Donc en fait, t'essayes d'aller dans leur sens, mais en même temps de les emmener ailleurs. Et moi c'est un peu ce que je fais en termes de coaching, en suivi coaching. C'est au début le gars ou la fille qui me contacte a des idées tout ça. Donc je fais un plan entre guillemets qui correspond un peu à ce qu'ils veulent, mais où je mets quelques variantes et progressivement j'essaye de les emmener vers autre part quoi. S'ils sont ouverts à changer. Donc t'es toujours en train de faire des compromis et tu peux pas amener là où tu veux directement. Tu vois, comme là on va le voir avec la question de Hart. Donc question de Hart 444. Salut à tous. Je voulais savoir s'il était possible de manger des glaces à l'eau pendant l'été, pendant un maintien, une prise de masse ou sèche, pour avoir des petits plaisirs. J'ai chez moi des glaces à l'eau Nutri-Score C qui sont uniquement à 75 calories et je me posais cette question, peut-être bête, du moment que l'on fait attention à son total calorique de la journée. Et Fabrice, je crois que tu as répondu de manière virulente sur le forum, justement. Ah ouais. Tu n'as pas bien appliqué les conseils qu'on vient de donner. Ah bah, ça, moi, j'applique pas, moi, ces conseils-là. Eh ouais, la société des petits plaisirs, Rudy. Et moi, j'ai bien droit à ma glace, que ce soit, même si je suis en sèche, tu vois, j'ai droit à ma glace l'été pour me rafraîchir. Ouais, en fait, donc, j'ai proposé cette question parce que elle est, voilà, elle correspond à plein de trucs. Alors, et en plus, j'ai une blague. Donc maintenant que la vie claire est fermée, je suis obligé d'aller soit chez Lidl, soit au Leclerc Drive, soit à la Biocoop. Ça m'a tout compliqué ma vie. Bref, et la dernière fois j'étais chez Lidl. Et alors attention, écoutez bien, question. Donc je vais chez Lidl, je suis à la caisse et devant moi, en gros, il y a deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe de personnes, et je n'exagère pas, c'était où sur le tapis, il y avait que des produits bio. Il y a un peu de produits bio au Lidl. Donc, tu avais des produits bio frais et des produits bio en bocal, genre en bocaux. Des haricots verts bio en bocaux, voilà, je sais pas quoi, moi j'ai oublié, des lentilles en bocaux, voilà, plein de trucs en bocaux et des produits frais. Donc ça, c'était le premier caddie, on va dire. Il y avait un deuxième caddie et la vie de ma mère, comme on dit, je m'en La vie de ma mère. On dit plus ça, Fabrice, aujourd'hui. Ça, c'était des années 90-2000. La vie de ma mère, je mens pas. Il y avait que des trucs de glace. Mais vraiment. Ouais, l'équivalent des Miko, là, les cônes, l'équivalent des Magnum. Les Miko, mais ça n'existe plus ici. Oui, bah, je sais pas parce que c'était probablement les marques Lidl, mais pour que vous ayez l'idée, quoi. Il y avait des cônes, des Magnum, etc. Que des glaces. C'était que des glaces. Et il y avait probablement une boisson, mais là j'ai oublié ce que c'était, donc je vais pas dire, pas mentir. Voilà. Maintenant, donc il y avait une femme mince et un homme mince à cette caisse. Et il y avait un type qui devait avoir mon âge et du bide, et sa fille qui devait peut-être avoir 8-10 ans, qui commençait déjà à être bouboule. Alors maintenant, question. Essayez de me rattacher les deux familles que j'ai décrites à ce qu'il y avait sur les caddies, Rudy. Alors attention. Ah bah moi je pense que les gens minces avaient plein de glace dans leur caddie parce que les glaces c'est bon un petit peu, ça fait pas de mal de toute façon. Hein, donc je pense que c'était juste ils faisaient des stocks au cas où c'est la fin du monde. Ouais, bon, bah, allez, tout le monde aura compris qu'évidemment, bah, ceux qui avaient le caddie qui étaient bourrés de trucs bio, et en réalité, c'était pas tellement de trucs bio qui comptaient, c'est que c'était bourré de fruits et légumes, bah, c'était les minces, et comme de par hasard, celui dont le caddie c'était que des glaces, et ben voilà, c'était le gros, et il était déjà en train de pourrir sa fille. Mais cela dit, donc le type était pas désagréable, j'ai engagé la conversation avec lui et tout ça, et je dis, bon, bah, vous avez vu, devant vous, ils ont pris que du bio, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Et alors le type... Le mec veut culpabiliser les gens, comme, mais quelle ordure le type. Ouais, vous êtes gros, vous êtes affreux. Non, je l'ai pas dit comme ça, mais j'ai engagé la conversation. Et là, le type, il me dit, moi le bio, je suis pas sûr, j'y crois pas trop, etc. Bref. Et puis bon, je dis ouais, bah après vous savez à l'UFC Que Choisir, ils disent quand même que quand on prend des produits bio, on a moins de chances, on a vraiment beaucoup moins de pesticides, de résidus de pesticides que dans les produits conventionnels. Après effectivement, une fois qu'on les a lavés et tout ça, et est-ce que c'est si dangereux d'avoir un petit peu de pesticides? Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je vous assure que le bio,
quand on l'achète, en tout cas, il y a moins de pesticides que conventionnels. Et le type de me dire, oui, bon, bah, je suis pas sûr quand même, je suis pas sûr. Bon, bref. Mais en réalité, évidemment, le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était toutes les glaces qu'il avait. Mais ça, je pouvais pas lui dire, vous avez pas honte de donner toutes ces glaces à votre fille. Il y a des limites que je pouvais pas faire. Mais voilà. Revenons à la question, mon cher Rudy. Franchement, Fabrice, franchement, ce type-là, t'aurais dû prendre une laisse, le tirer dehors et le suspendre, quoi. Et dire, vous avez pas honte de train de saloper votre enfant et l'humanité par la même occasion. Ouais, mais le type était content, tu vois, il faisait chaud, il s'apprêtait à manger ses glaces avec sa fille, moment convivial, blablabla, mais bon, le problème c'est que sa fille, elle était déjà en train de devenir boule, quoi. Mais d'ailleurs, Fabrice, c'est ce que tu as marqué sur le forum. Si tu veux manger une glace à l'eau de temps en temps, pour passer un moment convivial avec tes gosses ou ta femme, c'est ok. Alors, Fabrice, je comprends plus. Ouais, mais voilà, après, tout dépend de la fréquence du moment. Donc là, notre ami Arthur, qui veut manger voilà une glace Nutri-Score C, enfin ou un sorbet à l'eau Nutri-Score C, voilà, s'il fait ça un peu de temps en temps avec sa femme et ses gosses, voilà, pour entre guillemets le partage, admettons. Mais le truc, c'est que dans sa question, lui, il utilise le pluriel et on sent qu'il est capable d'en manger pas mal de ces sorbets au cours de la journée. Ouais, mais combien on peut en manger, Fabrice? Et c'est là qu'est le problème. Il faut bien comprendre le truc. En réalité, 75 kilocalories, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. C'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Moi, je pourrais en manger 10 dans la journée de ces glaces-là. Défi, Fabrice, on aimerait ça en vidéo. Prochaine vidéo, ouais. Fabrice mange 10 sorbets. En soi, c'est pas dramatique. C'est pas ça qui est important. Mais ce qui se passe, c'est que quand on mange de ces machins-là régulièrement, comme c'est bourré de sucre et de colorants, mais surtout de sucre, c'est qu'après, on s'habitue au goût sucré et déjà, on est déjà en train de se pourrir. Parce que du coup, après, on perd la sensation de quand c'est très sucré et pas sucré. Donc, on se dérègle. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, et moi j'ai remarqué ça, alors je sais que ça correspond pas à ce qu'on nous dit dans la vie, moi je crois pas vraiment à l'équilibre dans la vie, en fait. Le truc de dire, ce truc de dire, moi je veux concilier un peu de sport, un peu de télé, un peu de baise, un peu de tout, moi en fait j'y crois pas. Donc toi t'es plutôt abstinent alors complet. C'est ça, si je comprends bien. Toi, t'es pour l'abstinence complète. Ok, Fabrice. C'est pour ça que t'as autant d'énergie pour les pompes indiennes. Voilà, moi j'y crois pas, ce truc-là de un petit peu. Et en gros, quand on me dit oui, est-ce que je peux manger un petit peu de glace? Et en réalité, ça n'arrive jamais, un petit peu de glace. C'est comme quand moi je dis, est-ce que je vais manger un petit peu de paquet de chips? En réalité, je vais manger tout le paquet de chips. C'est pour ça que j'en achète pas. Et aucune volonté, le type. Vraiment, il y a aucun mental, quoi. Il peut même pas manger un chip et s'arrêter, quoi. Voilà, j'ai le mental pour pas en acheter, mais j'ai pas le mental pour me retenir. Et en gros, moi, je crois que tout ça, c'est une histoire de dynamique. Et c'est comme se lever tôt. Tu peux pas te lever tôt un jour, puis te lever tard le lendemain, puis te lever tôt un autre jour, et te lever tard le lendemain, en fait. Mais c'est mon équilibre, Fabrice. Il y a des jours où je suis fatigué, et d'autres mois. Ça ne marche pas, en fait. Soit tu te lèves tôt tous les jours, soit tu te lèves pas tôt. Ça marche pas. Et avec la bouffe, c'est un peu pareil, en fait. Soit tu as un régime à peu près nickel, soit tu te mets à bouffer petit à petit des tas de merde. Et vraiment, le truc équilibre, en général, ça ne marche pas. Moi, j'ai pas d'exemple comme ça. Et d'ailleurs, là où c'est très drôle, c'est que Arthur, j'ai pas été sympa, mais j'ai regardé ses anciens messages qu'il avait postés, qui étaient à peu près tous du même acabit. Alors, si je me souviens, c'était désolé s'il nous écoute, hein, je dis pas ça de manière condescendante, mais c'était déjà celui qui voulait se préparer au test d'armée puis qui demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour courir plus vite en 4 mois et préparer, je sais plus, le Luc Léger, palier 12 ou 13, 14. Et tu lui avais dit, est-ce que tu as déjà couru? Et il a dit, j'ai couru un petit peu pendant le Covid. Voilà. Et puis au début de son programme d'entraînement, c'est pareil, il met des photos de lui, puis en fait c'est un skinny fat. Donc le type, il est dans une dynamique de perdre son gras en début d'année. Et là, on est au mois de juillet et déjà, il demande s'il peut manger des glaces, tu vois. Alors oui, tu peux manger des glaces, c'est pas dramatique, mais déjà, tu vois, tu sens que le spirit n'est pas là. Et à mon avis, il est pas prêt de voir ses abdos si même des questions comme ça lui vient à l'esprit. Ça, c'est le premier truc. Et alors, le deuxième truc, c'est parce qu'il dit, est-ce que je peux manger une glace aussi en prise de masse, en maintien et en sèche? Alors, je voudrais rappeler aux cocos qui nous écoutent qu'une prise de masse, c'est pas manger de la glace et du fromage, hein.
Prise de masse, c'est que tu rajoutes. Eh ouais, une prise de masse, c'est quand tu rajoutes une patate douce le midi dans ton truc et puis 50 grammes de riz le soir. C'est ça une prise de masse. Sinon, ça s'appelle une portification. Hein, c'est différent. Non, mais c'est vrai. Tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a l'excellent livre, le guide de la prise de masse naturelle, disponible sur ridicolia.com. Mais bref, effectivement, une prise de masse, c'est pas bouffer n'importe quoi. Et là. En fait, c'est toujours pareil. Ben là, je sais pas si t'as lu un peu plus tard dans les messages, mais Arthur depuis qui s'entraîne quand même pas mal, il fait 3 séances de muscu par semaine et 5-6 courses à pied par semaine. Donc en fait, bon, j'avais pas vu ça. voilà. Donc c'est pour ça que je voulais Okay. recontextualiser un peu le truc. Et en fait, il dit que voilà, il a du mal à atteindre son total calorique finalement, et que ben voilà, il cherche des trucs pour atteindre son total calorique et que finalement il s'entraîne beaucoup. Mais pour moi, c'est le contexte qui est important, c'est que si comme l'a dit Fabrice, vous entraînez 3 fois par semaine, 1 heure, et puis à côté vous faites pas grand chose, tout ça, et que vous êtes là, vous dire tiens je mangerais bien des glaces, tout ça, bah là ça va pas trop. Après là Arthur il s'entraîne quand même a priori 8 ou 9 fois par semaine, donc bon s'il bouffe une glace de 75 calories, même si comme l'a dit Fabrice, bah ça dérègle, c'est pas super, mais après quand on fait un excès de sport comme ça, s'entraîner 8 fois par semaine, c'est si on fait des vraies séances, c'est un peu en excès quand même, hein, c'est pas optimal pour la santé. Et dans ce cas-là, il peut peut-être se bouffer une glace comme ça, mais c'est vrai que après, on n'est pas trop pour les saloperies pour la plupart des gens. C'est pour ça qu'il faut toujours contextualiser le conseil parce que des fois on pourrait dire bah là pour Arthur finalement ça sera 8 ou 9 fois par semaine, ça passera inaperçu, voilà, ça va le désensibiliser quand même au goût sucré, mais bon il a besoin de calories donc pourquoi pas. Mais pour la plupart des gens en fait c'est beaucoup trop et souvent on fait l'amalgame en disant ah bah tiens lui il peut manger des glaces et moi je peux pas, je comprends pas. Et parce que chacun a des activités différentes, a une dépense calorique différente, est musclé différemment, s'entraîne différemment, et donc pour la plupart des gens, en fait, la conclusion c'est des glaces à l'eau. Bah en fait, pas de glace du tout, quoi. Pas de glace du tout. Faut la mériter sa glace. Et donc on pourrait dire si vous mangez pas au moins, vous n'avez pas besoin de moins 3000 calories par jour par rapport à vos dépenses, tout ça, bah il y a pas de glace. Voilà, il y a pas de glace. Je pense que c'est un bon truc. C'est ce sera toujours mieux. Tu manges un fruit à la place de ta glace ou alors tu te fais ta glace toi-même. Mais voilà, faut pas manger une glace industrielle sucrée. Ouais, mais moi j'aime bien les colorants parce qu'après j'ai les dents orange ou violette. Ouais. Et alors, il rajoute aussi un truc en réponse. À un moment donné, il dit oui, bah faut mieux manger une glace à l'eau plutôt que manger un cône ou je ne sais pas c'est quoi comme glace. Et parce que c'est difficile avec les autres. Voilà, je sais plus quelle est la phrase qui est employée. Et ça, c'est quelque chose que j'entends fréquemment, c'est de dire quand je suis avec les autres, c'est difficile en fait de maintenir mes choix alimentaires. Et franchement, je sais pas si c'est une excuse ou quoi, ce machin-là, mais moi qui suis végétarien depuis, je sais pas, 10-12 ans, je me souviens plus maintenant, et vegan depuis 3 ans, je peux vous dire que régulièrement, je suis invité chez des gens, bah, je leur dis, écoutez, je suis vegan, donc moi, je mangerai pas ni viande, ni poisson, etc. Et ben, souvent, ce que me font les gens, ils me font une salade en entrée. Voilà, salade de lentilles en entrée, lentilles corail en plat, et tarte aux lentilles en dessert. Non, ce serait mentir. Ils vont pas comme faire mes plats exprès, mais ils vont me faire un taboulé. Et du coup, bah moi, je mange du taboulé en entrée comme les autres, et encore du taboulé en plat principal. Et franchement, tout le monde s'en fout. Hein. Je vais peut-être avoir droit à quelques commentaires où je vais réexpliquer 2 millions de fois pourquoi je suis vegan. Les gens vont dire ah ouais, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Est-ce que je peux reprendre de la saucisse, s'il vous plaît? Voilà, oui, mais saucisse aux herbes. Je préfère aux herbes. En général, c'est ça. Les gens disent ah ouais, c'est très intéressant. Ah oui, en plus, on voit que t'es en forme, tout ça. Allez, je reprends de la saucisse. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Et là, pour les glaces, le type, s'il veut manger pas de glace ou s'il veut manger une pomme ou quoi que ce soit, et ben franchement, la plupart des gens s'en foutent. Donc, pour moi, il y a une espèce de mythe qui dit que voilà, pour les relations sociales, il faut absolument manger comme les autres. C'est pas vrai, hein. Donc bon. Et des fois, je me demande si c'est pas un peu une excuse, cette affaire-là. Je sais pas si quel est ton avis là-dessus, Rudy. Est-ce que toi, quand il y a des gens chez toi, est-ce que tu continues à manger ton riz et tes œufs cuits dans ton eau de riz? Et est-ce que voilà, tu te sens exclu des gens qui sont avec toi, tout ça? Je veux tout de suite corriger cette médisance. Je fais
mes œufs dans une poêle à part parce que je fais des œufs au plat la plupart du temps, Fabrice. Et donc je ne mélange pas. T'as changé, hein. Avant, Mais tu non. faisais des œufs durs dans l'eau du riz, je me souviens très bien. Je faisais ça surtout le soir parce que le soir, voilà, j'avais pas envie encore de refaire la vaisselle. Donc bref. En fait, alors il y a 2 points là sur ta question. Le premier, c'est que moi, je suis habitué en fait depuis que j'ai 15 ans à manger plutôt sainement, à peser entre guillemets au moins mes féculents, et donc j'ai pas l'envie, étant donné que je m'entraîne, je sais pas, 8, 10, 12 fois par semaine, je m'entraîne tout le temps. En fait, moi j'ai En envie, faisant du kayak, je précise, c'est voilà, un kayak, c'est pas en muscu, kayak, sans compter que la plupart du temps quand je peux, je vais marcher aussi un peu. Bref, et je fais encore des séances d'étirement. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire, quoi. Ça n'arrête jamais. Euh, En fait, je sens que si je mange pas sainement, je suis moins en forme, je récupère moins bien, ça fait des petites inflammations. Je sens que ça me fait pas du bien. Donc déjà, j'ai pas l'envie d'être en mes formes parce que moi j'ai envie d'être en forme pour me faire mes séances, pour progresser, parce que j'ai le spirit. D'autre part, je comprends très bien l'argument de Hart, en fait, donc ça doit être Arthur, parce que ce qui se passe quand on côtoie la majorité des gens, c'est que la majorité des gens se voient en fait pour bouffer. Malheureusement, ils se voient pour manger, pour boire un coup, et les gens entre guillemets, de ce que je vois, et donc c'est ma vision, donc elle est à débat bien évidemment, c'est qu'ils se voient en fait et ils disent ils vont profiter, et pour profiter, ils ont soit besoin de boire de l'alcool ou ils ont besoin de bouffer comme des gorées. Ils ne peuvent pas entre guillemets se dire ah tiens on profite en mangeant du taboulé et puis je sais pas et puis 2 œufs avec et puis manger 2 fruits en dessert, voilà, et boire je sais pas de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Ça ne marche pas. La plupart des gens ont besoin, et j'en parlais avec chez Puty, il me disait ouais les gens pour danser ils ont besoin de boire aussi. Tu vois, il y a toujours cet aspect, comme si l'aspect festif, l'aspect de se retrouver, nécessitait forcément de boire de l'alcool, de manger n'importe quoi. Et donc, comme on le sait si bien, on est le reflet de notre environnement, de notre entourage. Et ce que je dis régulièrement dans les podcasts Leadercast, c'est que comme on est le reflet des personnes qu'on côtoie, c'est pas compliqué. Si on côtoie des personnes qui bouffent que des saucisses, on sera la personne qui a bouffé des saucisses. Si on est entouré de personnes qui courent une fois par semaine 30 minutes et qui font rien d'autre le reste de la semaine, et voilà, c'est nos amis, on va courir avec nos potes une fois par semaine 30 minutes, ce qui est largement insuffisant et qui est pas mieux que rien, CF, le podcast de la semaine dernière. On va être cette personne-là. Maintenant, si on est entouré que de personnes qui mangent sainement, qui s'entraînent, qui veulent performer, qui veulent se tirer vers le haut, on va être cette personne-là. On va se transformer, entre guillemets, même si on a un mollasson, en quelqu'un d'énergique, qui a le spirit ou autre. Donc là, souvent, le conseil à donner, il est simple, c'est de dire qu'il faut changer d'entourage. Il faut changer d'entourage. Mais en théorie, c'est toujours facile. En pratique, c'est beaucoup plus dur. Souvent, on fait un petit peu d'efforts, entre guillemets, pour quand même garder contact avec certaines personnes avec lesquelles peut-être on a grandi. Mais la vérité, c'est qu'il faut moins les côtoyer. Il faut moins les côtoyer et côtoyer plus de personnes qui auxquelles, entre guillemets, on aimerait ressembler et qui ont en tout cas la dynamique qu'on aimerait avoir. Voilà. Mais sinon, Fabrice, moi, je ne pas. Ouais, vas-y. Tu veux dire quoi? Tu veux dire il faut plus voir ces personnes-là? Non, je veux dire qu'en fait, on doit avoir suffisamment confiance en soi et en ses aspirations, en fait, pour pouvoir côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes et sans que ça influe. Ah mais faut pas les voir souvent alors, sinon t'es roulé. Si regarde Fabrice, si on t'invite, je sais pas, 3 fois par semaine. Et 3 fois par semaine, on te fout le paquet de chips devant le nez. À un moment, tu vas le bouffer ton chips, hein. Ouais, je sais pas. Si je commence pas la première chips, je pense que. Ouais, mais bon, à un moment, tu vas l'avoir sous le nez, t'adores les chips, tu vas l'avoir sous le nez. On va dire, tiens, Fabrice, prends-en un. À un moment, tu vas dire, putain, ils me font chier. Ouais, j'en prends un, et c'est parti. Ils vont te faire chier jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme quand tu vas, je sais pas ta mère comment elle est, mais tu vas chez ta mère ou ta grand-mère, et t'es là, et elle te dit, tiens, reprends-en. Tu dis, non. Puis bon, elle t'a resservi, en fait. Ouais, mais non, tu t'es fait je vois rouler. ce que tu dis, mais en fait, ça ne fait pas comme ça. Non, ça ne fait pas comme ça. Et d'ailleurs, je peux te dire, tiens, un très bon exemple. En général, pour les anniversaires, il faut toujours manger un gâteau, et pour le Noël, il faut toujours manger une bûche. Et donc, la dernière fois que j'avais passé le Noël avec mes parents, j'avais fait exprès qu'il y ait une bûche végane diététique. Donc, au final, tout le monde a mangé une bûche végane diététique, et je m'en suis tiré comme ça. Mais les gâteaux d'anniversaire, moi, j'en ai soit pas mangé,
soit je dis, tu me donnes une part qui est, ça c'est encore, c'était avant que je sois vegan, hein, parce que là, vegan c'est niet, mais quand j'étais végétarien, je disais, je veux une part qui soit à peu près aussi fin qu'une carte bancaire. Et en gros, j'en mangeais pas de leur gâteau. Ouais, mais toi, t'as une grosse carte bancaire, Fabrice, c'est ça que tu dis pas aux gens. Elle est hyper épaisse, ta carte bancaire, elle est blindée. Voilà, non mais ouais, bref, bon, on va pas épiloguer. Je vois tout à fait la thèse que tu décris, hein, et c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets, d'aller vers ces aspirations si tu es entouré de gens qui ont les mêmes. Et moi, je prends le parti inverse, c'est que tes aspirations doivent être suffisamment élevées et voilà, tu dois avoir Oui, mais de toute façon, c'est le même truc. Pour pouvoir t'abstenir d'avoir des gens qui sont comme toi autour de toi. Bien sûr. Non, mais c'est qu'à la fin, si tu bouffes pas de gâteau et que tu bois pas ta coupe de champagne, on va plus t'inviter. Hein. De toute façon, ça va se faire. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Non, oh. je suis pas d'accord avec ça. Bah oui, parce que tu parles de ta famille, de quelques amis comme ça que t'as depuis très longtemps. Mais la vérité, c'est que si tu rencontres quelqu'un, tiens, allez, j'ai une anecdote. La dernière fois, je vois mon voisin, je sais plus, il vient et tout, il me dit faudrait qu'on se boive une bière un coup et tout. Et il me dit je t'inviterai et tout, et je dis je bois pas d'alcool, je bois pas de bière et tout. Bah il m'a jamais invité le gars. Hein. C'est pas compliqué. Il m'a pas invité le gars. Voilà. Eh ben ouais, mais tu vois, c'est pas ça que t'aurais dû faire. T'aurais dû faire ce qu'on appelle du nudge. Alors, c'est encore un terme. Tu vois ce que c'est? Oh là là, c'est encore un nouveau terme en anglais, Fabrice. Non, c'est pas si nouveau. C'est une espèce d'incitation cachée, mais sans dire que t'as incité. Donc en fait, il fallait dire. Tu sais que je lis les mêmes newsletters que toi, Fabrice. Donc j'ai vu le mot cette semaine. Ah ben non, même pas. C'est pas comme ça. Et en fait, là, ce que t'aurais dû dire, c'est bah oui, génial. Ça me fera plaisir de boire une bière avec toi. Sauf que quand tu viens, c'est toi-même qui amène tes boissons. Et puis tu lui dis, attends, avant de prendre une bière, je vais te montrer un truc, tu vois, c'est super bon. Je mélange de l'eau pétillante avec du jus de citron. Hop, tu vas voir comme ça rafraîchit à fond. Et après, tu lui donnes. Là, il en boit un peu, tu dis, finalement, je préfère une bière. Et il va boire sa bière. Puis toi, tu dis, moi, je vais en rester avec mon eau pétillante et mon jus de citron. Ça va caler. Et tout le monde est content. Non, le mec va se prendre un casse-couille. J'ai l'impression que c'est la scène dans Les Bronzés. C'est Marius Franceschini. Il dit, j'ai ramené du vin. Ah, mais il est pour moi, hein, parce que j'aime pas le vôtre, hein. Et il garde son vin, le gars. Bon, bref, allez, on va pas épiloguer. Il y a deux visions. Il y a celui qui pense qu'il a suffisamment confiance en lui pour tirer autour de lui le monde vers le haut. Bon, même si ça marche pas avec les podcasts. Il y a celui qui pense qu'il n'a pas assez de volonté et qu'il faut qu'il s'entoure de gens. C'est pas qu'il a pas assez de volonté, c'est qu'à un moment, si on te met le truc devant le pif, tu vas le bouffer, ton truc, tu vas le bouffer. Il faut qu'il s'entoure de gens comme lui, parce que sinon, il va craquer et il sera tiré vers le bas. Tu sais, c'est comme le gars. Il veut rien acheter, mais il va sans arrêt faire les boutiques. Il est dans les boutiques. Il veut rien acheter, le gars, mais il se fait du mal. Il se doit d'arrêter dans les boutiques. On lui dit achetez ci, achetez ça. Le mec, s'il y va tous les jours pendant un mois, il va acheter un truc. Hein. Il va l'acheter. Je t'assure que non. Je veux dire ok, Fabrice, on fait une expérience sociale. Tu viens à Annecy, je t'emmène tous les jours dans les boutiques. Je te laisse 3 heures dedans. Et on voit si t'achètes pas quelque chose. Avec mon ex, on y allait dans les boutiques. J'achetais jamais rien. Mais bon. Cela ne nous regarde pas. Allez, passons à la question suivante. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas de volonté. Le mec me fait le mec, quand il va en randonnée, il bouffe des chips, quoi. Et Non, ce n'est plus le cas depuis plusieurs randonnées, je me dis. C'est betterave rouge, pain et tofu. Allez, je change de question. Il y en a une à laquelle je voulais répondre. J'ai oublié de répondre la semaine dernière. C'est de Thierry. Donc, je connais bien Thierry parce que Thierry, il fait du kayak. Et quand j'étais en stage au Gros du Roi, il était là. Et donc, c'est un fidèle auditeur. Et donc, il nous dit, bonjour Rudy, bonjour Fabrice. Avant le confinement, je pouvais soulever en développé couché des barres de 80 kilos. Et j'ai appris pourquoi je gérais des douleurs récurrentes aux épaules, grâce au podcast. Mais avec le confinement, plus de pratique de la musculation. Maintenant, avec 20 répétitions, je fais 20 répétitions à 40 kilos sans souci maîtrisé, mais plus lourd, cela me met une charge tension énorme dans les épaules. Et j'ai essayé dans quelques séances de seulement décrocher la barre, de rester en tension, de reposer, mais sans avoir prolongé ce test et sans avoir pu passer ce cap. Y a-t-il une solution? Faut-il persévérer? Merci du retour. Fabrice. Donc Thierry, il est plus tout jeune, mais il a ton âge à peu près, Fabrice, je pense. Et donc, est-ce qu'on a une solution à lui donner? Pourquoi il y arrive plus alors qu'en confinement il y arrivait? Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il s'était mis à faire des séries, on va dire longues et légères au développé couché, et du coup, quand il essaye de revenir d'un seul à une charge qu'il utilisait avant mais qu'il était beaucoup plus lourde, ça marche pas, ça lui fait mal partout, puis il a l'impression que c'est hyper lourd. En fait, moi ce que j'ai constaté, c'est que comment dire, chez certaines personnes, et notamment moi, typiquement, voilà, qui ai justement les bras longs qui sont pas faits pour le développé couché, il y a une forte décorrélation
entre les performances en série longue et légère et des séries moyennes ou lourdes, particulièrement au développé couché. Et donc, à l'époque où je faisais beaucoup de développé couché, on va dire, j'étais très fort à 60 kilos. À 60 kilos, je pouvais faire beaucoup de répétitions. Mais il suffisait que je rajoute d'1 kilo, mettons, puis que je mette 80. Et je faisais vraiment beaucoup moins de répétitions qu'à 60. Qu'à 60 kilos, c'était pas logique. Parce qu'il y avait finalement que 20 kilos d'écart, ou je sais pas, calcul rapide, peut-être 35% de plus. Mais par contre, mon nombre de répétitions s'écroulait complètement. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'en tout cas chez moi, et à mon avis pour tous ceux qui ont une morphologie avec des bras longs, c'est que avec des segments longs, c'est qu'il y a voilà un gros décalage entre la perf avec un poids léger et la perf avec un poids lourd, et qu'en gros, là, s'il veut remettre 80 kilos, il faut qu'il refasse tout un cycle de progression pour petit à petit réutiliser 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, etc., jusqu'à arriver à 80. En gros, voilà, la perf est décorrélée. Alors que chez des gens qui ont des segments plus courts, c'est relativement corrélé. Et en gros, quand ils vont faire 20 ou 30 reps à une certaine charge, puis qu'ils vont mettre un petit peu plus lourd, le nombre de reps va pas s'écrouler. Et voilà, on n'a pas de bol, entre guillemets. C'est comme si on était super optimisé pour une plage de répétition quand on avait les segments longs en musculation. Et on va voir si mon associé Rudy corrobore. Oui, non, mais bien sûr, ça je confirme. Après, je vais rebondir peut-être sur ce qu'il a dit aussi, sur le fait qu'il sent que ça lui met de la tension dans les épaules, tout ça. C'est peut-être, je sais, comme tu l'as dit, on sait pas comment tu remontes, Thierry, tes barres, mais c'est peut-être dû aussi au fait que t'es plus adapté en fait au poids, d'un point de vue articulaire, d'un point de vue tendineux. On sait que le corps s'adapte, se renforce entre guillemets si on y va de manière assez progressive, qu'on s'alimente bien, qu'on a une bonne hygiène de vie. Même s'il y a le vieillissement, on peut quand même ralentir un petit peu ce vieillissement, surtout que t'es encore assez jeune malgré tout. Mais ça peut être ça. Après, si t'as des douleurs aux épaules, tu peux essayer les traditionnels conseils qu'on donne, à savoir peut-être que juste avant de faire les pecs, faire peut-être 3 séries d'oiseaux pour te redresser un petit peu les épaules, faire un peu de pullover, voilà, pour t'étirer le grand dorsal, un peu la cage thoracique entre guillemets, faire des écartés, faire pas mal de trucs entre guillemets pour mieux échauffer tes épaules. Peut-être même rajouter un exercice de rowing pour chauffer trapèze moyen, trapèze inférieur, grand dorsal, tout ça. À la chauffe et voir si ça passe mieux et après remonter très progressivement. À distance, c'est difficile d'aller un peu plus loin parce que ça nécessiterait que je te manipule dans tous les sens pour voir si tu manques pas de rotation externe ou si tes rotateurs externes sont en bonne santé, si s'étirent bien, tout ça. Je peux t'inviter à aller voir la vidéo que j'avais fait sur 3 exercices contre les douleurs des épaules. Tu verras que c'est pas on a plein de lacunes en fait dont on se rend pas compte, puisque on les connaît pas, donc forcément, quand on sait pas qu'on manque de quelque chose, on se dit que tout va bien. Et je attends qu'on découvre que on est tout pourri. Mais ouais, tu peux déjà essayer ça, ce qu'a dit Fabrice, donc peut-être remonter progressivement et ensuite chauffer tous les antagonistes et en même temps travailler peut-être un peu ta souplesse avant et peut-être que ça va aller mieux, mais remonter progressivement. Après, là on parle de kayak. Je sais, t'avais fait la course de fond avec moi, donc le 5000. Si tu fais du long, il n'y a pas d'intérêt, je pense, à faire de la force max. Donc à monter très lourd. Après, peut-être remonter sur des séries de 10-12, ça peut se concevoir. Mais au-delà, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt pour la pratique du kayak sur du long en tout cas. Voilà. Ouais. Voilà, mais on voit qu'on peut être fonctionnel entre guillemets en série légère et puis du coup pas fonctionnel en série lourde parce qu'il n'y a pas de transfert. Bien sûr. Et tiens, j'ai une anecdote avec Yann de la team Super Physique qui lui adore s'entraîner en série longue et en fait souvent il s'entraîne en série à 90 ou 100 kilos au coucher. Et puis la dernière fois que je l'ai vu là quand il était au Super Physique Gym, il voulait remonter arriver je sais plus en série de faire plusieurs séries de 10 à 120 et donc il met 120 et puis au début il sort les épaules, il me dit putain ça m'écrase les épaules tout ça et il lui a fallu je sais pas 4 5 6 séances avant de sentir que il maîtrisait le poids en fait, que ça lui allait, que il était plus écrasé, que c'était bon quoi. Donc il y a aussi ce truc qu'il faut un certain temps pour se faire un poids. Alors après Yann c'est pas le plus progressif d'entre nous, il met 20 kilos direct et puis voilà, mais oui, puis en plus lui il a la morphologie pour avoir plutôt un bon transfert. Donc si lui il a mis 4 à 5 séances, le kidam normal lui il en faudra peut-être 10 et puis moi il m'en faudra 20. Ouais, non, mais voilà. Donc il faut du temps, c'est ça que je voulais rebondir. Voilà, Thierry, j'espère qu'on t'a aidé. Si jamais, n'hésite pas à me recontacter.
Allez, une dernière question que j'ai pris pour toi, Fabrice. C'est une question de Bengenou. Donc ton chouchou, si tu te souviens. Oui, c'est celui qui avait mal aux genoux quand il se mettait accroupi sur les genoux. Alors, il y a une nouvelle question pour toi de Bengenou que tu n'as sans doute pas vue, parce qu'elle est dans mon topic. Je suis en plein doute concernant les séances cuisses. En effet, un courant minoritaire du survivalisme a soulevé une problématique de taille il y a peu. Ce sont les survivalistes qui ont prévu une salle de muscu dans leur bunker. Il se trouve qu'en cas de risque de confrontation physique dans la vie, on nous dit que la règle numéro 1 est la fuite. Toutefois, il me semble que cette option est fortement compromise, dans le cas où cette altercation surviendrait peu après ou le jour suivant une séance de cuisse. Car logiquement, si on s'entraîne avec le spirit, on peut difficilement taper un sprint les 24 heures suivantes, voire plus. En s'étant troublé, ne faudrait-il pas bannir la séance cuisse? Ou dois-je compléter mes séances cuisses avec une initiation au Krav Maga? Merci pour votre aide sur ce sujet épineux. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Il a fait la question sur le ton de la blague. Mais en fait, c'est un sujet. La question, elle est pas bête. Et donc, en gros, le truc est de dire, effectivement, la séance cuisse, elle est une séance cuisse intense. En muscu, c'est hyper drainant au niveau de la de fatigue, on va dire du système nerveux, même si je sais pas trop ce qu'on peut englober là-dedans. Mais en gros, voilà, ça fatigue à mort le système nerveux et en plus, ça fatigue à mort les cuisses. Et c'est vrai que pendant plusieurs jours après la séance cuisse, on n'est pas optimal du tout. Si on fait un peu de vélo, on aura très vite mal aux cuisses et puis on se rend compte qu'en fait, on est moins performant pendant au moins les 48 heures qui suivent la séance cuisse que si on n'avait pas fait la séance. Et c'est vrai, hein, c'est hyper pénalisant. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui font un sport en plus de la muscu, d'une certaine façon, ils ont une excuse, non pas pour sauter la séance cuisse, mais pour effectivement éviter de trop forcer dessus. Et puis bon, sur les cuisses forcées, il y a vraiment une grosse marge parce que ça dépend beaucoup du mental. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas se permettre de vraiment pousser sa séance cuisse si on a envie d'être performant sur d'autres activités physiques les jours qui suivent. Et je suis d'accord que c'est un peu un problème. Et là, donc en ce moment, je fais beaucoup d'exercices au poids de corps là, cet été, comme j'avais expliqué, pour pouvoir aller à la plage avec ma femme, etc. Et justement tout concilier. Et donc mes séances cuisses, je fais plein de trucs du style, voilà, des fentes latérales à vide avec montée de genoux, des fentes avant à vide, du squat sumo à vide. Là maintenant, je fais un peu de pistol parce que j'y arrive. Voilà, je fais plein d'exercices au poids de corps qui sont pas très fatigants en fait. C'est-à-dire que voilà, éventuellement sur le moment ça va me brûler un peu les cuisses, mais le lendemain je suis tout neuf. J'ai pas le truc que j'avais quand je faisais du squat gobelet, la presse et tout ça. Et du coup le lendemain, je pourrais quasiment refaire le même entraînement de cuisse que celui que j'ai fait la veille, mais surtout si je vais courir ou faire du vélo ou quoi que ce soit, en fait je suis performant. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit la différence avec la muscu barre et haltère pour prendre des cuisses et avoir des grosses cuisses. On voit que ça c'est un peu pénalisant. Et typiquement, si j'étais militaire et que je devais combattre pour sauver mon pays et que je faisais des entraînements de cuisses, je me garderais bien de faire des entraînements de cuisses très intenses parce que si après on m'envoie au front le lendemain et puis que je peux pas bouger et puis pas ramper parce que j'ai des crampes aux cuisses, je serais bien dans la merde. Et donc, moralité, je suis d'accord que celui qui veut performer dans plein d'activités, il faut qu'il y ait le mollo sur son entraînement de cuisses en muscu et du coup, qui considère que l'objectif d'avoir des très grosses cuisses est pas possible à atteindre et de toute façon pas compatible avec le reste de ses activités. Mais c'est pas une excuse pour pas les entraîner, hein, mais faut effectivement les entraîner différemment. Ça, c'est vrai. Bah ouais, mais bon, si tu meurs avec les cuisses bien courbaturées, bien toutes gonflées, c'est quand même une belle mort, non? Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, il a fallu que je fasse un gros travail psychologique pour déconnecter mon ego de la taille de mes cuisses et des courbatures que j'avais aux cuisses après les séances. Mais voilà, à presque 43 ans, j'ai réussi à faire ce travail et maintenant, même si je n'ai pas 64 de cuisses et même si je n'ai pas des courbatures aux cuisses quasiment en permanence, je m'accepte comme je suis. Et voilà, et je considère que j'ai autant de volonté qu'avant, même si des fois j'ai l'impression de m'avoir moins qu'avant. Non, mais c'est sûr que c'est. Genou, ils aiment bien ces questions parce qu'elles sont marrantes. Mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que quand tu fais les cuisses à fond ou n'importe quel muscle à fond, hein, moi si tu fais les pecs à fond ou quoi, après t'as du mal à écarter les bras, tu sens que t'es un peu plus raide, tu sens que t'es moins fonctionnel entre guillemets, mais en même temps t'es plus musclé. Et c'est pour ça que plus les années passent et
comme toi Fabrice, moi j'aime de moins en moins avoir des courbatures et j'essaye vraiment d'être plus progressif pour justement en avoir le moins possible et pouvoir être, on va dire, mobile en tout temps, parce que c'est vrai que quand tu as des courbatures vraiment un peu extrêmes, et bah tu peux plus bouger en fait. T'as du mal à t'asseoir. Quand tu te relèves, tu dis voilà putain j'ai mal. Donc ça aide pas vraiment. Donc ce qu'il faut, bah Ouais, mais Rudy, c'est même pas que les courbatures, il y a un effet drainant en fait. C'est-à-dire que voilà, t'as fait, je dis au hasard, voilà, t'as fait des séries de 100 kilos au squat le lundi, et en fait le mardi, tu t'aperçois que même s'accroupir à vide, ouais ça ouais, devient difficile. Alors là, tu te dis merde. C'est ça le truc. ouais mais t'étais un guerrier le lundi quand même. Voilà, t'es un guerrier du lundi. En fait, t'es un guerrier du lundi, et après tu seras peut-être un guerrier du vendredi. Mais en tout cas, pendant 3 jours, t'es pas opérationnel. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non non non, y a pas de souci. Non non mais c'est vrai que c'est des trucs. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce qui donne des courbatures. Et on sait ce qui donne des courbatures, c'est des exercices qui étirent avec des poids, donc de plus en plus lourds. Donc si on en veut moins, eh ben, en fait, il faut faire soit des exercices qui étirent moins, soit mettre moins de poids sur les exercices qui étirent, et faire plus en optique de renforcement. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre, entre guillemets, de la prise de muscle à tout prix, des plus gros muscles possibles. Mais après, hein, c'est toujours pareil, c'est une question d'objectif, de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est sûr que si c'est la fin du monde et qu'on doit courir, bah mieux vaut pas faire les cuisses et s'entraîner à courir. Mais comme on est dans un monde d'apparence et qu'on a tous nos petits paradoxes, et bah c'est quand même cool d'avoir des gros muscles. Donc après, on fait ses compromis et puis on s'en plaint pas. Mais c'est une bonne question. C'est vrai que là, moi qui fais beaucoup de kayak, bah donc je fais moins les cuisses, je fais toujours un petit peu. Mais c'est vrai que si je faisais les cuisses à fond, bah après j'ai des courbatures au cul. Quand je suis assis dans le kayak, j'ai mal au cul. Ça me bloque un peu les hanches parce que j'ai des courbatures partout et ça me raidit. Donc je suis obligé de faire plein d'étirements pour lutter contre les effets néfastes de ma séance cuisse. Dans le kayak, donc je peux moins bouger, donc je suis moins rapide aussi, je suis moins fluide. Donc il y a plein de choses. J'avais interviewé un entraîneur de kayak qui en parlait justement. C'est Vincent Redon, donc je sais plus quel épisode c'est dans le podcast Les Secrets du kayak. Qui en parlait, qui disait la musculation, à la fois des compétitions, je leur en fais pas faire parce que ça les rend moins fluides. Et c'est vrai que souvent, bah, ça rend un peu moins fluide, ça rend un peu plus raide. Et en fonction de ce qu'on fait, et bah, il faut se poser des questions. Et là, on parle de séance cuisse, mais ça peut être même les autres séances. Hein, c'est pourquoi faites-vous de la musculation? Quel est votre but? Et en fonction, bah, vous agissez en conséquence. Mais faut pas agir de manière automatique en disant ah ouais, moi, il faut que je fasse cette séance-là. Si après, finalement, dans la vie de tous les jours, ça vous fait plus de mal que de bien. L'idée, comme toujours, c'est que la musculation fasse plus de bien que de mal. Si vous faites plus de mal et que vous avez plus d'effets négatifs, bah, il y a un truc que vous faites qui ne va pas. Et donc, faut revoir ce que vous faites. Ouais. Et comme j'avais déjà dit, moi qui suis un grand fan du UFC, là, d'arts martiaux mix, et donc qui connaît le truc depuis les années 90 et qui est voilà vu pas mal de vidéos, c'est ce qui est assez frappant, c'est de voir l'évolution du physique des combattants en UFC. Alors au début, ils étaient en général assez balèzes, hein, tous, quelle que soit la catégorie de poids, ils étaient franchement musclés. D'ailleurs, il y avait beaucoup de dopage à l'époque. Et puis au fur et à mesure, bah, déjà, ils ont mis plein de contrôles antidopage et en même temps on devine que l'entraînement a changé, quoi, et qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire pour être bon en arts martiaux mixtes. Et franchement, les athlètes d'aujourd'hui dans les catégories poids moyen et poids léger, comme il faut être très sec pour optimiser son poids, ils ont un look, on va dire, musclé la plupart du temps parce qu'ils sont très secs. Mais ils sont pas si musclés que ça, hein. Et franchement, il y en a des fois, je me demande s'ils font des pompes, tellement ils ont pas de pec ni rien, hein. Même des pompes, des fois, je me demande s'ils en font. Et c'est vrai que si on considère, de mon point de vue, que c'est parmi les athlètes les plus complets, eh ben, je pense que la plupart ils font pas trop de muscu avec barre haltère, ou en tout cas Bien pas de sûr, la manière qu'on le fait bien sûr, bien pour sûr. l'hypertrophie, parce que franchement, il y en a visuellement, je dis à ma femme, je dis putain, le type. Alors soit il y en a qui sont obèses dans les catégories très lourdes et puis qui parfois, je dis bien parfois, hein, ont une endurance de fou. Et là, je dis à Karine, putain, ça se trouve, le mec, tu l'aurais vu au Lidl, t'aurais dit, le type c'est un porcinet, et en fait, non, c'est un champion UFC. Merde. Ou alors des fois, il y en a qui ont des physiques, franchement, qui ont le même physique que moi quand j'étais adolescent, quoi. Je dis, mais putain, le mec, il ressemble à rien. Et puis en fait, paf, c'est un champion UFC. Et du coup, moralité, tu te dis, il faut faire gaffe à pas dire un mot de travers. Parfois, un type dans la rue qui ressemble à un Bah, adolescent. t'as eu chaud au Lidl, à mon avis, hein. Au Lidl, t'as eu chaud, hein. T'as failli te faire décapiter, hein. Ah oui, ça se trouve, c'est un fighter. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on regarde l'évolution des types en UFC, moi, j'ai l'impression qu'ils font de moins en moins de muscu avec barre haltère. D'ailleurs, un peu comme le disait Georges Saint-Pierre dans son livre, où lui disait qu'il faisait moins en moins de barre haltère et de plus en plus de gymnastique.
parce qu'il voyait bien que ça n'était pas en fait de faire de la muscu Bien barattère. sûr. Et voilà, il avait dit, c'est écrit dans son livre, hein, il avait dit typiquement la presse à cuisse. En fait, quel rapport a la presse à cuisse pour aider un athlète MMA à gagner un combat, quoi? Il avait dit, ça sert à rien en fait. Et voilà. Et donc on rebondit sur la question du début. C'est vrai qu'en termes d'utilité, faire de la muscu barre et haltère dans une optique hypertrophie et avec un rep range autour de 8-12 reps pour les exos polyarticulaires et un peu plus pour les exos monoarticulaires, c'est pas idéal pour être optimum tout le temps quoi dans les autres activités. C'est vrai. Bien sûr, mais en fait, l'histoire, c'est qu'avant, dans les années 70-80, il y avait que le bodybuilding, et donc, au début, la préparation physique, de manière générale, c'est inspiré du bodybuilding. Et progressivement, on s'est rendu compte, et tu vois, je viens de finir le bouquin de Jean-Pierre Heger, qui a entraîné Werner Gunther, il parle bien de cette évolution. Il dit que voilà, au début, lui aussi, il appliquait un peu les méthodes de bodybuilding, et finalement, il en est revenu pour faire des entraînements, donc avec moins de volume d'entraînement. Donc, il parle forcément de pas faire du super lent, de pas se concentrer sur les sensations musculaires, ce qu'on dit régulièrement, qu'il faut se méfier un peu de tout ça. Et voilà, d'utiliser l'accélération compensatrice, d'utiliser vraiment des méthodes plus sportives pour s'entraîner, même en musculation. Et donc, on peut voir ça dans les vidéos avec Werner Gunther, je crois qu'elles sont sur Dailymotion. Vous tapez Jean-Pierre Heger, Werner Gunther sur Dailymotion, qui existe toujours. Et je pense que les vidéos sortent, c'est 3 super vidéos. On voit que le type a une machine, quoi. Mais donc, il parle bien de tout ça. Et c'est vrai qu'au début, il y avait que ça. Donc, tu faisais du bodybuilding en préparation physique. Et maintenant, tu fais plus du tout ça. Tu adaptes vraiment. Alors après, il y a plein de, tu peux pas faire trop de généralité, mais en fonction du sport, de la période où tu en es, tu fais des choses différentes pour compenser l'activité que tu fais, pour réduire ton risque de blessure. Puis après, tu vas vers du spécifique. Et souvent, le spécifique, c'est pas de faire, là, tu parlais de presse à cuisse, ou c'est pas de faire du VP couché, ou je sais pas quel exo, quoi, ou faire du curl incliné, quoi. Souvent, c'est pas du tout spécifique. On se retrouve jamais dans cette position-là en sport. Et donc, ça peut se concevoir, peut-être en préparation physique générale, ce type d'exercice, mais après, en spécifique, tu dois faire autre chose la plupart du temps. Voilà. Ok. Et bien voilà. Et ben voilà. Faut espérer qu'il soit pas dans les bunkers en cas de. Faut espérer qu'il ait pas fait sa séance cuisse en cas de guerre. Exactement. Sinon, imagine Fabrice, c'est la guerre, et t'es en pleine séance de muscu. Alors là, c'est le pire. Là, t'es tout congestionné, t'es baisé, quoi. Quoi qu'il se passe, t'es baisé, tu peux plus courir. T'es là, tu dis, oh merde, putain, même les escaliers, c'est dur, quoi. Tu dis, oh, putain, ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est pas celui qui est dans son canapé qui a tout compris. Au pire, s'il y a une attaque de zombies et tout d'un coup, tu dois tout lâcher et courir à toute vitesse, et en fait, tu t'aperçois que non, t'as trop de courbatures pour pouvoir courir, que tu te fais manger par les zombies, qui sont ravis d'avoir tous des bons gros muscles à manger. Et sur cette attaque de zombies, nous arrivons à la fin de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, tout se trouve en description, que ce soit pour voir nos livres, nos compléments, l'application, parler éventuellement d'un coaching. Tout est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum. Enfin, si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast et nous aider à lutter contre les idées reçues, notre combat depuis maintenant plus de 20 ans pour Fabrice et moi, plus de 16 ans. Un combat perdu d'avance, comme chacun l'a compris. Ouais, mais bon, on est toujours là à se battre. Sans gants bien évidemment. Merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast, notamment sur Spotify, une petite note de 5 étoiles, Apple Podcast, une petite note de 5 étoiles aussi, et un petit commentaire sur Apple si vous le pouvez. Ça nous aidera grandement à, sait-on jamais, à aider un peu plus de personnes justement, même si la majorité ne sera pas convaincue et continuera d'acheter plein de glaces en tout genre, de tous les goûts différents. Sait-on jamais, une personne de sauver, c'est toujours ça de prix. Donc merci d'avance à ceux qui le feront, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Allez, salut, moi je file à ma corde à sauter. Salut.